Si vous me suivez, vous savez que je suis adepte du low carb et du keto, et que j'adore ce mode de vie. En fait, je n'ai absolument aucune envie de sucrer, et j'ai tendance à penser que le sucre est néfaste pour la santé. Cependant, pourrais-je me tromper? Un sucre pourrait-il en fait faire partie de la solution à l'épidémie d'obésité? Et ce même sucre pourrait-il être un outil que vous ou un proche pourriez utiliser pour optimiser votre santé métabolique dans les limites pratiques de la vie en 2024? Peut-être. Restez avec moi et je répondrai à cette question en détail. Je vous promets que vous apprendrez. Bienvenue sur ma chaîne. Restez curieux. Cette vidéo va se dérouler en 3 chapitres. D'abord, je vais vous parler du fructose et pourquoi il est métaboliquement néfaste. Ensuite, je vais vous présenter le jumeau chimique du fructose. Un jumeau qui, alors que le fructose est le jumeau maléfique, cet autre jumeau est le bon jumeau. Il reflète le fructose à la fois par sa chimie et par ses vertus. Troisièmement, je vais vous montrer comment ce jumeau pourrait devenir une solution à l'obésité à l'échelle de la population et un outil que vous-même ou vos proches pourriez utiliser pour améliorer la santé métabolique. Chapitre 1. Pourquoi le fructose est métaboliquement malveillant? En réalité, je ne pense pas que le fructose, sucre à 16 carbone, soit malveillant ou ait une intention. Je veux montrer avec l'expression « métaboliquement malveillant » que le fructose n'est pas seulement des calories vides, contrairement à ce que l'on pense. Je pense que nous avons tendance à considérer des choses comme le fructose comme malsaines parce qu'elles n'apportent pas vraiment de nutriments, qu'elles contiennent des calories et que cela peut nous faire grossir. C'est bien plus complexe et intéressant que le simple équilibre entre calories consommées et dépensées. Les biomolécules que nous ingérons dans notre corps empruntent des voies cataboliques distinctes pour être métabolisées. Ces différentes voies ont des effets variés sur notre biologie, et le fructose est vraiment particulier. Donc lorsque le fructose pénètre dans la cellule, il est traité par une enzyme appelée cétohexokinase. Et cette enzyme cétohexokinase est particulière parce que, contrairement à beaucoup d'autres enzymes, elle n'a pas de rétrocontrôle négatif, ni de mécanisme d'arrêt. Donc généralement, ce qui se passe dans ce genre de voie, c'est qu'un substrat est transformé par une enzyme, ce qui génère un produit. Le produit peut exercer un rétrocontrôle sur l'enzyme pour éviter que la voie ne devienne incontrôlable. Il agit comme un frein automatique appelé rétrocontrôle négatif. Mais l'enzyme cétohexokinase n'a pas ce rétrocontrôle négatif. Elle n'a pas de frein. Donc, ce qui finit par se passer, c'est que le processus peut devenir incontrôlable. Et à cause de ce que fait la cétohexokinase, cela peut entraîner une déplétion énergétique intracellulaire. Plus précisément, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le fructose et y attache un groupe phosphate, en ajoutant au fructose ce groupe fonctionnel appelé phosphate. Et lorsqu'elle fait cela, elle prélève en fait le phosphate de l'ATP, la monnaie énergétique de la cellule, et ce faisant, elle épuise l'ATP. Elle épuise l'énergie intracellulaire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non, c'est encore plus intéressant, car quand l'ATP se décompose, il devient de l'AMP. Et ensuite, l'AMP peut être décomposé davantage, en une toxine intracellulaire appelée acide urique. Et tout cela a été démontré dans la littérature scientifique. Et ce que fait ensuite l'acide urique, c'est qu'il peut provoquer la translocation d'une autre enzyme responsable du stress oxydatif, qui se déplace vers les mitochondries, la centrale énergétique de la cellule, et provoque en fait des dommages oxydatifs au niveau des mitochondries. Et ensuite, à mesure que l'on progresse dans cette voie, ce qui finit par se produire, c'est qu'il y a une accumulation d'autres biomolécules, comme le citrate, qui sont dirigées vers des voies alternatives et finissent par induire la lipogénèse de novo, c'est-à-dire la création de nouvelles graisses. Donc en résumé, le fructose, par son métabolisme unique via la cétohexokinase, conduit à une déplétion énergétique intracellulaire et finit par endommager les mitochondries et provoquer la lipogénèse de novo, c'est-à-dire la création de nouvelles graisses. Comme vous pouvez le voir, c'est bien plus compliqué qu'un simple équilibre énergétique. Non, le fructose a des propriétés métaboliques uniques qui le rendent métaboliquement néfaste. Mais ce n'est pas tout, cela a été démontré in vivo chez des organismes vivants, en particulier dans des modèles murins. Il faut réaliser ces expériences chez la souris car elles exigent des manipulations génétiques précises. Il a été démontré dans Cell Metabolism, une de mes revues préférées, que le fructose affecte doublement le métabolisme et induit le syndrome métabolique. En particulier, ce qu'il montre dans cette étude, c'est que le métabolisme du fructose dans les intestins pousse en fait à consommer encore plus de sucre. Donc, manger du fructose vous donne envie de consommer encore plus de fructose et de saccharose, qui est une combinaison de glucose et de fructose. Cela pousse donc à une consommation accrue. Et par ailleurs, le métabolisme du fructose via la cétohexokinase, cette enzyme dont nous avons parlé précédemment dans le foie,
favorise le syndrome métabolique. Donc, ce à quoi on aboutit, c'est ce cercle vicieux où le fructose, par son métabolisme dans le foie, favorise le syndrome métabolique et par son métabolisme dans l'intestin, il pousse à consommer davantage, ce qui aggrave encore plus le syndrome métabolique dans un terrible cercle vicieux. Donc, encore une fois, un double coup, comme on le voit chez les organismes vivants, le fructose a ce métabolisme unique qui favorise la dysfonction métabolique. Après vous avoir un peu déprimé, je souhaite vous remonter le moral et vous parler dans le chapitre 2 du bon jumeau du fructose, l'allulose. Techniquement, l'allulose est ce qu'on appelle le C3F du fructose. Pour faire simple, vous pouvez imaginer que si le fructose est la main gauche, l'allulose est la main droite. Et comme le corps fait bien la différence entre la main gauche et la main droite, il traite l'allulose de manière très différente. Donc l'allulose a exactement le même goût que le fructose sur la langue, mais dans le corps, il n'est pas métabolisé par l'acétohexokinase. Vous savez, il n'apporte pas vraiment de calories et vous n'avez pas les effets métaboliques négatifs du fructose. Donc au strict minimum, l'allulose va remplacer le fructose et ainsi vous n'aurez pas les effets négatifs du fructose. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En plus de remplacer le fructose dans l'alimentation, l'allulose peut avoir des bénéfices métaboliques concrets. D'une part, c'est une vue très générale. Il n'y a aucune réponse glycémique ni insulinogène. Donc cela ne fait pas augmenter votre glycémie ni votre insuline, contrairement à d'autres édulcorants qui peuvent réellement le faire. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'allulose est en fait un inducteur très puissant de l'hormone incrétine du corps, le GLP-1. Et le GLP-1, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous êtes probablement en train de vous gratter la tête en vous demandant « Où ai-je déjà entendu ce nom d'hormone ?» Eh bien, le GLP-1 est l'hormone que des médicaments comme Ozempic et Wegovy, ces médicaments vedettes pour la perte de poids, essaient maintenant d'imiter. Le GLP-1 offre des avantages métaboliques. Ceux qui prennent ces médicaments perdent souvent beaucoup de poids et voient leur sensibilité à l'insuline s'améliorer. Mais faisons une pause ici et prenons du recul pour réfléchir. Quel est le raisonnement derrière l'utilisation de ces médicaments? Pourquoi utiliserions-nous ces médicaments contre l'obésité? Et pour répondre à cette question, je voudrais en fait utiliser l'analogie avec d'autres troubles liés à une carence hormonale. Donc, si vous avez une hypothyroïdie, par exemple la maladie de Hashimoto, que faites-vous pour la traiter? Vous redonnez de l'hormone thyroïdienne, vous donnez de la lévothyroxine. Ou si vous avez une insuffisance surrénalienne, que faites-vous? Vos stéroïdes sont bas, donc vous redonnez des corticostéroïdes pour éviter, vous savez, une crise surrénalienne et la mort. En résumé, dans les carences hormonales, on a tendance à redonner les hormones. Et l'obésité est une maladie dans laquelle le GLP-1 a tendance à être insuffisant. Des cytokines inflammatoires dans l'intestin endommagent les cellules L et réduisent la production de GLP-1. De plus, des lymphocytes T peuvent absorber le GLP-1 dans l'intestin. Donc, cela diminue la biodisponibilité du GLP-1 pour l'organisme dans l'état d'obésité, comme cela a été démontré dans la littérature antérieure. Donc, à travers ces mécanismes, on peut en fait considérer l'obésité, du moins en partie, comme un déficit en GLP-1. Une partie de la solution pourrait être de redonner du GLP-1. Je ne pense pas que ce soit la solution complète. Je ne pense pas qu'Ozempic va guérir l'épidémie d'obésité, mais cela a du sens sous cet angle. Si l'on considère l'obésité comme un déficit en GLP-1, du moins en partie, et oui, c'est plus compliqué que ça, alors une partie de la solution pourrait être d'augmenter les niveaux de GLP-1. Cela peut se faire par injection, c'est une option, ou bien en favorisant la production naturelle de GLP-1 biodisponible par l'organisme. Et l'une des façons d'y parvenir est d'utiliser ce composé, cette molécule, l'allulose. L'allulose, ce sucre rare et non calorique, ce sucre naturel rare, est en réalité un inducteur très puissant, pour une raison quelconque, de la production de GLP-1 par l'organisme. Il peut aussi quadrupler les niveaux de GLP-1 dans la veine porte après ingestion. Et vous savez, cela peut vraisemblablement avoir des bénéfices métaboliques, potentiellement des effets positifs sur l'obésité et la santé métabolique. Maintenant, il reste à déterminer si cela se confirme dans des essais contrôlés randomisés à grande échelle, qui n'ont pas encore été réalisés. Mais il est logique de penser que ce serait le cas, non? Ça a tout simplement du sens. Je veux dire, Ozempic fonctionne, alors pourquoi le fait de stimuler la production naturelle de l'hormone Ozempic par votre propre corps n'aurait-il pas le même effet? Passons au chapitre 3, l'allulose comme solution potentielle à l'épidémie d'obésité. Honnêtement, c'est dur à admettre, car j'aimerais rester puriste, mais je suis aussi pragmatique. Voici donc deux vérités difficiles. La première, c'est que nous n'allons pas renoncer au goût sucré. Nous, en tant que population, n'allons pas abandonner le sucré de sitôt. C'est en quelque sorte ancré, je pourrais même dire gravé, dans l'ADN de notre culture d'aimer le sucré. Nous devons donc trouver comment ménager la chèvre et le chou,
retirer le sucre raffiné et le fructose de notre alimentation et les remplacer, l'allulose semblerait être une bonne solution. C'est un moyen de réduire la charge glycémique de notre alimentation tout en gardant quelque chose de sucré. Donc, sous cet angle, je pense que c'est très pragmatique et que c'est une solution potentielle, un outil potentiel que les gens peuvent utiliser. Et puis, la deuxième vérité difficile à propos de ces médicaments pour la perte de poids, Ozempic et Wegovy, c'est que vous soyez un adepte ou un critique, la réalité c'est qu'ils sont chers et qu'ils ne seront pas accessibles à tout le monde. Donc, même pour ceux qui veulent y avoir accès, si leur assurance ne les couvre pas, alors il nous faut d'autres solutions. Et je ne vais pas dire que l'allulose est aussi puissant qu'Ozempic, mais il agit sur le même axe. Et c'est quelque chose de beaucoup plus accessible à tout le monde. S'il est déjà dans l'alimentation et remplace le fructose, ils y ont donc accès via leur nourriture. Cela reste logique d'un point de vue pragmatique sur ces deux points. Vous savez que j'aime fonctionner de façon transparente, alors je vais maintenant faire la promotion d'une entreprise en particulier. Je ne fais pas la promotion de cette entreprise pour vous demander d'acheter leurs produits. Et je n'en tirerai aucun bénéfice, même si vous le faisiez. Peu importe si vous achetez ou non les produits de RX Sugar, cela n'a aucune importance pour moi. La raison pour laquelle je parle de cette entreprise, c'est parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer les personnes qui sont derrière, y compris le PDG, Steve Hanley, et j'ai vraiment été impressionné par leur authenticité et par l'intégrité de l'entreprise, en voyant ce qu'ils investissent dans la recherche. Et je crois sincèrement que Steve et son entreprise sont en accord avec ma mission de faire de la santé métabolique un sujet grand public, d'améliorer la santé de la population et de retirer le sucre de notre alimentation. Et ils abordent simplement cela sous un angle différent de ce que je fais. J'aime l'éducation publique, je m'investis dans la médecine et dans la science, tandis que travaille dans l'industrie, un angle complémentaire. Tant que nos intérêts sont alignés et que notre objectif principal est d'améliorer la santé de la population, alors nous pouvons réellement collaborer. Je pense que ça vaut la peine de leur faire un peu de publicité. Au-delà de l'aspect commercial, je crois en l'équipe scientifique. Steve a fait un travail incroyable en réunissant une équipe scientifique fantastique. J'ai rejoint l'équipe à cause des personnes qui étaient déjà là. Dominique D'Agostino, Ben Bikman, le professeur Richard Johnson. Des personnes, ce sont des noms que vous connaissez probablement et en qui vous avez confiance. Et ils se sont réunis, nous nous sommes réunis en tant qu'équipe parce que nous croyons en la mission de retirer le sucre de l'alimentation. En partie, cela signifie le remplacer par de l'allulose. C'est une pièce du puzzle, ou du moins, cela peut être une pièce du puzzle. Avec tout cela, je tiens à dire que c'est une entreprise que je trouve vraiment géniale comme entreprise spécialisée dans l'allulose. Je pense qu'ils font des choses innovantes et qu'ils ont une grande intégrité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter leurs produits, mais je pense que ça vaut la peine de les nommer afin de distinguer une grande entreprise alimentaire parmi la multitude qui fait enfin quelque chose de bien et qui se soucie des gens. Et avec tout cela, je veux vous lancer un appel à l'action. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'acheter un produit. Je ne vous demande pas cela. Ce que je vais vous demander, c'est de partager cette vidéo, de partager l'information. Si vous êtes comme moi, vous n'avez peut-être pas du tout la dent sucrée et pourriez vivre sans rien de sucré, parfaitement heureux. C'est mon cas. Mais je pense que vous connaissez aussi des proches, de la famille, des amis qui ne sont pas comme ça, mais pour qui vous voulez investir dans leur santé. Et cela peut être une porte d'entrée. Dites-leur que c'est un outil. L'allulose est un outil qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leur état de santé à partir de leur situation actuelle et un outil sur lequel ils peuvent s'appuyer s'ils ne comptent pas retirer le sucré de leur alimentation parce qu'il faut être honnête, beaucoup de gens ne le feront pas. Donc, si vous voulez promouvoir la santé métabolique dans la population, je pense que c'est un contenu que vous devriez partager. Je pense que c'est un contenu qui, si vous voulez du sucré dans votre alimentation, peut vous aider, mais sinon, peut-être que cela peut aider un proche. Donc, réfléchissez-y. J'espère avoir partagé ici des informations que vous avez trouvées intéressantes. Et comme toujours, j'apprécie vos retours.